Simplement, nous nous sommes entendus très très rapidement avec Omar Perlier et Ismaïl Goumezian, mes deux amis de droite et de gauche, mais pour parler... J'accepte le positionnement topographique. Oui. Pour parler dans l'ordre suivant, il me semble que logiquement, d'après ce que Ismaïl m'a dit, ça serait plutôt à lui d'ouvrir, de défricher le terrain. Moi, ensuite, je continuerai en élargissant ou en reprenant ou en supprimant certaines des choses que j'avais envie de dire. Et enfin, dans la mesure où ce que Omar voulait dire me paraît être plus synthétique, il me semble que c'est plutôt à lui de lui donner la parole en dernier. Bon, de toute façon, je ne vous demande pas de choisir, ça a été décidé comme ça. J'ai peut-être pas besoin de vous présenter les six, ou alors chacun se présente avant de parler. Hein. Je te donne la parole, Smile. Hein. D'accord ? Merci. Alors, normalement, c'est 20 minutes, 25 max. Bon, excusez-moi. Merci. Je remercie donc l'IREMO de m'avoir invité à cette rencontre avec vous aujourd'hui pour parler du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors, présentation très simple me concernant. J'ai longtemps exercé en Algérie des fonctions dans l'économie, au niveau des entreprises publiques à ce moment-là. J'ai fini ma carrière en Algérie en tant que ministre du Commerce sous le gouvernement de Mouloud Hamrouche. On pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Après l'arrêt du processus électoral de juin 1991, alors j'insiste sur juin 91 parce que on parle plus souvent de janvier 92, mais on pourra voir dans le débat pourquoi c'est plutôt 91 qui est le point de départ de l'arrêt du processus électoral. Je suis venu donc en France après l'assassinat du président Boudiaf, où j'ai exercé pendant de longues années à l'université Paris-Dauphine l'économie du développement. Et c'est à ce titre donc que j'ai eu à rencontrer un certain nombre de collègues ici et que je peux participer avec vous ce soir à ce débat. Alors, pour aborder le thème qui nous est proposé ce soir, j'ai pensé qu'il était intéressant de porter à votre connaissance une dizaine de points qui ne sont pas forcément chronologiques, mais qui vont peut-être permettre de serrer les éléments du débat et permettre ensuite à mes collègues de pouvoir mettre un peu de chair dans le squelette que je vais vous proposer. Le premier point qui me semble important à noter, c'est que depuis 50 ans, pratiquement dès l'indépendance, le système global qui a été mis en place en Algérie est ce que nous appelons, à la fois les politologues et les économistes et aussi les historiens, un système rentier. Alors, très rapidement, pour laisser la part au débat, un système rentier, c'est à la fois un système qui est basé sur une économie de la rente. Le pétrole en est une base essentielle, en tout cas en Algérie. C'est aussi, plus qu'une économie de la rente, c'est aussi un État rentier, c'est-à-dire un État à la fois autoritaire et qui vit et fonctionne principalement grâce aux impôts tirés de la rente pétrolière, qu'il redistribue selon des moyens, on les verra plus tard, dans toute la société. Et c'est aussi, au-delà de cet État rentier, un système de contrôle global de la société algérienne. Contrôle au plan économique, contrôle au plan politique, contrôle au plan religieux, contrôle au plan linguistique, etc. Et même jusqu'au contrôle de genre, puisque, on verra tout à l'heure, les femmes, les homosexuels sont dans une condition particulière dans ce type de système. Deuxième point que j'aimerais soumettre au débat, alors ce système, on le verra, mais c'est un système par excellence qu'on peut appeler liberticide. Il est contre toute forme de liberté dans les différents thèmes que j'ai abordés à l'instant. Alors, deuxième point, le contrôle politique. Le contrôle politique dès l'indépendance s'était exercé par la force.
Je rappellerai qu'il y a eu 2 coups de force essentiels pour mettre en place ce système rentier au plan politique. Le coup de force de l'été 62, puisque c'est l'armée des frontières qui a éjecté le gouvernement provisoire de la République algérienne et qui a imposé le premier président ou le premier chef de l'État algérien, M. Ben Bella en l'occurrence. Et c'est ensuite, en 1965, un coup d'État qui a achevé d'installer le système autoritaire en débarquant purement et simplement avec les chars le président qu'ils avaient eux-mêmes installé en 1962. À partir de ce moment-là, le contrôle politique va être total. C'est un contrôle total sur l'État, un contrôle total sur les organisations politiques, syndicales, associatives, etc., l'Union des femmes, l'Union des étudiants, etc. C'est aussi un contrôle des élites, et contrôle des élites qui va se faire à la fois par la cooptation et par le clientélisme. Et pour parachever ce contrôle par le politique, l'idéologie politique au service de ce contrôle politique, c'est une idéologie islamo-conservatrice ou islamo-nationaliste, tirée à la fois de l'histoire du mouvement national et tirée à la fois de ce qu'on pourrait appeler du mouvement ouléma, qui est plutôt la tendance, ce qu'on appellerait aujourd'hui islamiste dans le mouvement national. Le contrôle politique se traduit par absence de liberté politique. Donc, globalement, c'est un système liberticide. Au plan politique, par le contrôle qui est exercé sur l'activité politique, c'est pas de liberté politique, pas autrement, il y a le monopole du parti FLN, il n'y a pas de multipartisme à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité d'agir au plan politique, et au sein du FLN, un tiers des organes dirigeants du FLN sont réservés aux militaires de l'armée nationale populaire qui suit l'armée de libération nationale. Troisième point, qui me paraît essentiel pour le débat, c'est le contrôle économique. Bien entendu, un contrôle politique sans contrôle économique n'a pas beaucoup de sens. Et le contrôle économique va s'exercer à travers un certain nombre d'actions qui vont se traduire très rapidement par la nationalisation de tous les secteurs d'activité économique, avec une prédominance donnée au secteur des hydrocarbures, puisque la rente pétrolière va constituer l'essentiel du carburant économique de ce pouvoir. C'est une centralisation très forte de la décision économique, c'est un poids énorme de l'économie publique et de ce que l'on pourra appeler la politique des grands contrats. On verra pourquoi la politique des grands contrats. Et c'est ce que nous, économistes, appelons l'émergence de l'économie improductive contre l'économie productive. Alors on verra ce que cela veut dire, avec prédominance des revenus rentiers, avec prédominance des revenus spéculatifs et de la corruption. Et progressivement, dans un tel système, ce contrôle économique va se traduire par le fait que l'économie officielle est à la fois soumise à l'économie de l'ombre, l'ombre étant le pouvoir politique qui est lui-même un pouvoir de l'ombre, on le verra tout à l'heure, et puis soumise progressivement également à l'économie informelle, qui est la source essentielle des revenus spéculatifs dont je parlais tout à l'heure. Donc pas de liberté économique non plus. Quatrième point, un contrôle religieux. Alors le contrôle religieux, il s'exerce d'une manière assez évidente quand on regarde la constitution qui a été mise en place dès l'indépendance. Dès l'indépendance, l'islam est instauré comme religion de l'État. Alors, cela veut dire contrôle des mosquées, contrôle de la désignation des imams dans les mosquées, ça veut dire mise en exergue prédominante de la dimension arabo-islamique du pays. Mon collègue abordera cette question de l'amnésie sur la berbérité originelle. C'est l'organisation par l'État de séminaires de la pensée islamique tous les ans dans différentes villes du pays. C'est un certain nombre d'anathèmes sur les autres religions du livre, le judaïsme, le christianisme en particulier. C'est la mobilisation des valeurs de l'islam, ou supposées être des valeurs de l'islam, contre toute opposition démocrate et laïque.
c'est enfin, on le verra, par cette tentative de contrôle du religieux, en même temps qu'on le manipule contre le mouvement démocratique, c'est en fait, on le verra, une manière de faire le lit de l'islamisme qui va naître à partir des années 70. Et donc on n'a pas de liberté religieuse. Ce qui est, vous le noterez, tout à fait contraire au verset même du Coran, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. 5e point, un contrôle linguistique. Dès l'indépendance, en tout cas après quelques années où on a eu besoin de la coopération française pour maintenir la scolarisation, les universités, etc., très rapidement, à partir des années 67-68, il y a une arabisation forcée qui se fait en niant toute la réalité historique du pays, notamment dans sa dimension linguistique. Il s'agit d'une arabisation forcée d'un arabe littéraire qui n'est ni conforme à l'arabe populaire, je devrais dire aux arabes populaires, aux différents dialectes populaires des différentes régions d'Algérie, et encore moins aux différents parlers berbères qui existent dans le pays. C'est une amnésie totale sur la dimension berbère du pays. C'est une éducation au rabais, parce que très rapidement, bien entendu, en arabisant de manière très rapide, on n'a pas les cadres nécessaires, avec le niveau nécessaire pour faire l'enseignement, et donc on recrute des personnels qui n'ont pas les diplômes ni les compétences suffisantes, et on a donc une éducation au rabais qui se traduit essentiellement par une grande massification des effectifs, c'est-à-dire que très rapidement, garçons et filles vont pouvoir atteindre très vite des niveaux d'instruction conformes à ce qu'on trouve dans beaucoup de pays avancés, mais cette massification se traduit aussi par une inefficacité chronique, avec pendant très longtemps des résultats médiocres aux différents examens qui sont proposés dans les différents niveaux du secondaire et du supérieur. Donc pas de liberté linguistique non plus. 6e point, le contrôle de genre. Le système qui est mis en place dès l'indépendance est un système principalement masculin. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les femmes sont complètement ignorées de la vie sociale, économique, politique du pays. Et pour mieux encore imposer cela, en 1984, un code de la famille a été promulgué, code de la famille qui fait des femmes algériennes des femmes mineures à vie. Alors, on pourra rentrer dans le détail de ce code si vous le souhaitez, mais dans les activités économiques, les femmes donc ont un rôle extrêmement minoritaire, 9 à 10% des femmes travaillent seulement, et malgré une égalité scolaire dont je parlais tout à l'heure, des pressions sont faites de plus en plus, soit de manière directe, soit de manière indirecte, sur les codes vestimentaires, et ça commence dès la fin des années 60, où moi j'ai souvenir à l'université d'Alger d'étudiants proches du pouvoir qui badigeonnaient de peinture les jeunes Algériennes qui étaient en jupe considérées comme étant trop mini, ou qui jetaient déjà de l'acide chlorhydrique à ce genre. Donc c'est très ancien, on n'a pas attendu l'avènement de l'islamisme politique pour que ce type de pratique apparaisse et que cela se traduise ce contrôle de genre. Et sans oublier la répression de l'homosexualité dont on ne parle pas. Et un des symboles de cette homosexualité est un grand poète algérien qui a été assassiné dans des conditions extrêmement qu'on n'a toujours pas élucidées, et qui symbolise bien alors pas de système non plus de liberté en termes de liberté de genre, et ce système donc dans sa globalité, bien entendu, ne pouvait qu'aboutir à des craquements dans la société. Les craquements dans la société ont commencé à apparaître dès la fin des années 60, donc à peine 10 ans après l'indépendance, et les premières fissures sont apparues à chacun de ces niveaux de contrôle. Au plan économique, les résultats étaient médiocres, il y a commencé à y avoir des contestations au plan économique. Au plan de la linguistique et du contrôle du religieux, on a vu apparaître à partir du milieu des années 70 l'islamisme politique
comme étant d'abord une contestation à la fois linguistique, professionnelle et du monopole que l'État avait sur la religion. Et on a vu apparaître des contestations politiques avec un certain nombre d'opposants qui ont été éliminés, avec surtout ce que l'on a appelé le printemps berbère de 1980, qui a été véritablement le phénomène déclencheur de ce qui va se poursuivre par la fin. Et l'Algérie a connu, c'est le 7e point, on parle beaucoup aujourd'hui du printemps arabe, l'Algérie a connu son printemps démocratique en 1988. C'est bien à l'automne. C'est bien. Alors, ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas de printemps arabe en Algérie aujourd'hui. Ce printemps démocratique, je rappelle simplement quelques lignes, mais on pourra la développer dans le débat. Il y a eu un affrontement direct entre l'armée et la population, notamment les jeunes, en octobre 1988, à l'occasion d'un processus de réforme qui devait s'enclencher et que les islamo-conservateurs ont contesté au sein du pouvoir. Il y a eu un affrontement par le biais des jeunes et par le biais de la société civile. Et heureusement, à ce moment-là, c'est le mouvement des réformes qui l'a emporté, mais ça a coûté très cher puisqu'il y a eu 500 morts au niveau des jeunes manifestants. Et très vite, les réformes ont essayé de s'organiser entre 88 et 91. Elles visaient à casser tous ces contrôles à tous les différents niveaux pour faire émerger les libertés au plan politique, au plan économique, au plan linguistique, au plan religieux, etc. Et mettre en place un système démocratique, le contraire d'un système liberticide étant par essence le système démocratique. Alors ce système d'expansion des libertés a eu ce parfum pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, le système global a réagi parce qu'il sentait bien que sa survie était en danger, et les mesures de réaction du système 8e point se sont déclenchées en 2 étapes majeures. Première étape, c'est un processus qui part l'arrêt des processus électoraux, donc de juin 91 et de janvier 1992, a bloqué toute émergence et du mouvement démocratique en juin 91 et du mouvement islamiste en janvier 92. Et contre ces 2 forces de contestation, le système a bloqué, disons, le processus par les urnes, et on sait ce qu'il en est advenu, puisqu'à partir de janvier 1992, nous avons eu dans le pays ce que l'on a appelé la décennie noire, c'est-à-dire une confrontation directe et armée entre le pouvoir en place, qui essayait de remettre en place ce système de contrôle global, et le mouvement islamiste radical, avec les gens qui sont montés au maquis, qui ont développé le terrorisme urbain, etc. Une période qui voyait en fait 3 projets nationaux en lutte, 2 projets rentiers, antidémocratiques, le projet porté par le pouvoir depuis 1962 et le projet islamiste radical qui était porté donc ces dernières années. Les uns voulaient toujours maintenir un État autoritaire avec l'islam religion d'État. Les autres, les islamistes radicaux, disaient le pouvoir autoritaire qui s'est soumis à la religion a échoué parce que c'est à la religion de se soumettre l'État. Et on passe d'un État avec l'islam religion d'État à un État théocratique souhaité pour se soumettre le politique, l'économique, le linguistique, etc. Ces 2 systèmes sont entrés donc en conflit armé, mais le courant qui a le plus perdu dans l'affaire, c'est le courant démocratique, parce qu'à la fin des années 90, un compromis a été passé entre le pouvoir en place et les islamistes radicaux, ce que l'on a appelé les fameuses lois de repentance, les repentis, la loi de concorde nationale et de réconciliation nationale, etc., qui fait qu'aujourd'hui, des anciens repentis qui sont descendus des maquis sont aujourd'hui, ont des commerces, ont des fonctions publiques, etc., et narguent ça et là
les citoyens qui en ont vu certains d'entre eux égorger, tuer tel ou tel parent, tel ou tel enfant, etc. Donc un compromis historique qui fait qu'il y a un équilibre précaire qui s'est installé au détriment du courant démocratique qui n'a toujours pas place dans la cité. Donc une réaction extrêmement violente qui a suscité une opposition islamiste violente et qui fait qu'au bout des 10 ans, ce sont 150 000 à 200 000 morts qui ont, dans la société qui ont été dénombrés, sans compter les milliers de disparus. Et on a beaucoup parlé de cette période où on a expliqué que l'arrêt du processus électoral, c'était notamment en France, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. En fait, quand on analyse la période historique, c'est pas de liberté aux partisans de la liberté, ce qui est complètement différent. 9e point. Alors on pourrait faire très rapidement un bilan chiffré de cette période, mais je pense qu'on y reviendra. Alors au plan interne, c'est depuis 50 ans la domination quasi exclusive du secteur des hydrocarbures. Ce secteur, au plan économique, représente 45% de la richesse nationale, 98% des exportations, c'est-à-dire que 50 ans après, l'Algérie n'exporte que du pétrole et du gaz. On n'exporte rien d'autre, alors que jusqu'à 1971, l'Algérie exportait 30% de produits agricoles, à côté du pétrole. Donc, non seulement on n'exporte plus de produits agricoles, mais l'Algérie est aujourd'hui, du fait de son agriculture et de son industrie qui représente moins de 15% de la richesse nationale, dans une situation de déficit alimentaire de plus en plus chronique, de plus en plus lourd, et on nourrit pratiquement toute l'Algérie grâce aux importations effectuées de l'extérieur. À côté de cela, un énorme chômage des jeunes, pratiquement un jeune sur 2 est au chômage, une économie informelle qui représente 40% de la richesse nationale, une spéculation tous azimuts, alors depuis ces dernières années, mais c'est vrai depuis les années 70, trafic, corruption et scandales financiers se multiplient, l'affaire Khalifa, l'affaire Sonatrach, l'affaire autoroute de l'Ouest, etc., etc. On pourrait les dénoter. Et puis, donc, dépendance alimentaire, commerciale, technologique, une décennie d'affrontements armés qui a fait, je l'ai dit tout à l'heure, 150 à 200 000 morts, une contestation sociale qui s'est traduite par des milliers d'émeutes. On parle beaucoup des émeutes dans le monde arabe. Il faut savoir que pendant qu'il y avait la place Tahrir, pendant qu'il y avait ce qui se passait en Tunisie, en Algérie, il y a eu 10 000 micro-émeutes dans une seule année. 10 000 micro-émeutes, c'est-à-dire des émeutes dans telle ville, dans tel village, dans telle région, pour des logements mal distribués, pour des produits trop chers, pour des villages qui ne sont toujours pas électrifiés 50 ans après l'indépendance, etc., etc. Et au-delà de ces émeutes, il y a un phénomène tout à fait extraordinaire qui s'est développé ces dernières années, c'est le phénomène, vous en avez entendu parler probablement, des haragas, littéralement des brûleurs de frontières, qui prennent des petits bateaux avec des passeurs pour essayer de traverser la Méditerranée, pour essayer de rejoindre l'Europe, pour essayer de sortir de la misère, et on dénote des milliers de gens qui en permanence essayent de la traverser, et ça touche pas seulement des jeunes chômeurs, mais ça touche toutes les catégories de la population, des ingénieurs, des médecins, des intellectuels, etc., qui tentent l'aventure par ce biais face à une Europe pour le moins sécuritaire. Et enfin, les immolations, jusqu'à aujourd'hui, il y a pratiquement une soixantaine d'immolations depuis quelques années. Et ça finit par se banaliser, on n'en parle presque pas, et c'est extrêmement, pour en arriver à l'immolation, surtout pour des populations qui sont des populations à prédominante musulmane, c'est extrêmement choquant. Alors tout cela, très rapidement, pour que ça vous donne une idée, au bout de 50 ans, les classements internationaux de l'Algérie dans un certain nombre de domaines, je vous les donne très rapidement. En matière d'indice global de la démocratie, il y a une revue internationale qui s'appelle The Economist qui publie tous les ans un indice de la démocratie avec un certain nombre de critères. Alors c'est relativement objectif, c'est pas dénué de pensée géostratégique, mais peu importe, dans les grandes tendances sont bonnes. Il y a 4 types de régimes, depuis démocratique jusqu'à autoritaire. L'Algérie est dans les régimes autoritaires et elle occupe la 130e place internationale.
aux côtés de pays comme la Russie, la Chine, la dernière du classement étant la Corée du Nord. En termes de développement humain, c'est un indice qui est produit par un organisme des Nations Unies qui s'appelle le PNUD. L'Algérie est à la 90e place. En termes de qualité de la vie, il y a un indice au plan international de qualité de la vie. L'Algérie est à la 139e place. Et quand on va encore dans le détail de la capitale, Alger, parmi les villes où il fait bon vivre, Alger est à la 185e place. En termes d'innovation, c'est extrêmement important aussi. L'Algérie est à la 125e et dernière place en termes d'innovation technologique. Alors, en termes de facilité des affaires, pour essayer de voir comment la liberté économique peut se développer, l'Algérie est à la 148e place. En termes de liberté économique, à la 127e place. En termes de corruption, c'est un organisme qui s'appelle Transparency International qui fait des évaluations chaque année. Le premier, c'est le moins corrompu, et plus on descend, plus la corruption est importante. L'Algérie est à la 112e position. Et la France ? Je n'ai pas le chiffre de la France, mais il n'est pas très élogieux. Et enfin, en termes de liberté de la presse, l'Algérie est au 122e rang. Un dernier point que je voulais aborder, peut-être qui est plus d'actualité. Il y a eu récemment les élections législatives, ce mois de mai. Alors, juste pour rappeler que à ces élections législatives, il y a eu 60% des Algériens qui n'ont pas voté, c'est-à-dire 2 Algériens sur 3 pratiquement. Malgré cela, au niveau officiel, ce sont des chiffres officiels. Au niveau officiel, donc le FLN et le RND, qui sont des partis du pouvoir, ont obtenu la majorité au niveau du Parlement avec moins de 8% des inscrits. Avec moins de 8% des inscrits, ils ont aujourd'hui 60% du Parlement. Quand on ajoute à cela le parti islamiste modéré, entre guillemets, 75% de l'Assemblée est aujourd'hui obtenu avec quelque chose comme 10% des voix des inscrits. C'est-à-dire qu'un Algérien sur 10 a donné la majorité à 75% à ces 3 partis, le FLN, le RND et l'Alliance de l'Algérie verte, qui est celle des partis islamistes. C'est les écologistes. Non, c'est les partis islamistes. C'est l'écologie religieuse. Le FFS, qui était pratiquement le seul parti démocratique à s'être engagé dans cette aventure électorale, obtient 21 sièges sur 462, donc là, vraiment la partie la plus congrue. Et ce qu'il faut simplement donc noter, c'est que la société civile a été plus que jamais ignorée. Elle ne s'est d'ailleurs pas fait d'illusions. Il n'y a eu ni foule en liesse dans les rues d'Algérie suite aux résultats, ni contestation. C'est une sorte de ras-le-bol et disons de sans illusion. L'opposition politique est complètement fragmentée, manipulée, contrôlée. Le champ politique et médiatique reste plus que jamais fermé. Et 3 idées simplement pour conclure ce point. Première idée, et on pourrait expliquer dans le débat ce que cela veut dire. L'indépendance n'est pas coupable, parce qu'il y a beaucoup d'écrits ces derniers mois qui semblent dire, notamment en France, que si tout cela est arrivé, c'est parce qu'en fait il ne fallait pas l'indépendance, qu'on était mieux avant l'indépendance. Donc l'indépendance n'est pas coupable. Je rappelle simplement que la déclaration du 1er novembre 1954 demandait la libération du pays et la libération des Algériens. À cause du système rentier qui a été liberticide, nous avons aujourd'hui un pays qui a été libéré, mais des Algériens qui ne sont pas libérés. Donc tout le problème du mouvement démocratique aujourd'hui, c'est comment faire que la deuxième partie de la révolution algérienne se poursuive et aboutisse au même succès que la première, c'est-à-dire, après avoir libéré le pays, comment libérer les Algériens. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Ismaël. Donc je vais essayer de prendre le relais, ce qui ne sera pas forcément facile. Oui, il me présente. Moi, j'essaye d'être historien donc de l'Algérie depuis un certain nombre de temps. J'ai vécu en Algérie, j'ai été prof
il y a longtemps, aussi dans les années 70 à l'époque de Boumedienne, donc c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, et puis après je suis revenu en France pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais peu importe, c'est pas le problème. Bien, maintenant je suis retraité. Donc moi je voudrais en 2 mots essayer de dire ce que Smaïl n'a peut-être pas dit comme moi je l'aurais dit, ou qu'il n'a pas dit du tout. Simplement, je rappellerai le canevas chronologique pour que les choses soient claires. Vous savez, moi je suis un vieil historien positiviste, pas très malin. Je rappellerai donc qu'il y a eu au départ ce système boumedienne dont on a parlé. C'est effectivement l'armée qui a pris le pouvoir, mais c'était pas l'armée des maquis. Et moi j'avais un ami à Constantine à l'époque qui était un vrai maquisard du FLN et qui disait ce sont les hommes des casernes qui ont pris le pouvoir. Enfin, les cavernes, hein, c'était des casernes. Bien. Et je me rappelle très bien aussi de cette période boumedienne où on exaltait sans arrêt, surtout dans la presse arabe, bien sûr, mais aussi dans la presse française, qui parfois en rajoutait même sur le politiquement correct, Priyamona, nos valeurs, la sala, l'authenticité, Charseyatuna, notre personnalité arabo-musulmane, Ersona, notre identité arabo-musulmane, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues et dont je me rappelle bien. Je rappellerai aussi que Boumedienne, ça a été la période de ce qu'on a appelé le socialisme spécifique, celui d'une industrie industrialisante, mais ça a été, dont on peut reparler ultérieurement peut-être dans le débat, mais pour appuyer ce que disait Smaïl sur le contrôle, ça a été l'instauration de la fiche bleue. La fiche bleue, c'était une fiche qui devait être à jour pour toute personne qui serait susceptible de demander un poste aux fonctions de l'État, avec l'aval de la sécurité militaire. On disait à l'époque l'ASM, maintenant on dit le DRS, depuis 1990, mais c'est exactement la même chose. C'est une autre forme de bleuite. C'est une autre forme de bleuite, et je signale que le gouvernement auquel a appartenu mon homme de gauche, Smaïl, le gouvernement Hamrouche, a supprimé la fiche bleue, qui a été reconduite par Boudiaf en 1992. Bon, ça c'est des détails, mais je l'ai dit quand même. Bien. Je rappellerai qu'il y a eu entre Boumedienne et Hamrouche la transition de Chadli, qui a été celle d'une transition économique avec des premières privatisations, non pas des entreprises, mais de la gestion des entreprises, contrairement à ce qu'on dit généralement, mais que ça a été aussi la période des tout premiers maquis islamistes, qui ne datent pas des années 90. Le maquis Bouyali, si je me souviens bien, c'est 83, c'est 84, il a été réprimé à ce moment-là. Je ne parlerai pas de la période Boudiaf parce que je pense que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est ce dont il s'agit, mais j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Et on a donc depuis 99 ce système. Est-ce que c'est un système Bouteflika qui se résume par à peu près ce qu'a dit notre ami? Mais moi, je dirais que c'est rentier, mais c'est un pragmatisme rentier. Je le vois sans projet politique d'envergure et avec une redistribution clientéliste de la rente pétrolière, surtout depuis la fin de 2010. Moi, j'ai un vieil ami d'Oran qui est prof, ça arrive, dont le salaire a été multiplié par 2,2 en 13 mois. C'est pas mal quand même. Celui des flics avait été augmenté un petit peu plus, avec effet rétroactif en 2008. Bon. Et c'est ce qu'on sent en ce moment en Algérie, je vous le dirai ultérieurement de manière un petit peu plus bien. Alors, j'insiste sur le fait que la référence obligée à notre héritage arabo-musulman, ça date de Boumedienne, mais c'est quelque chose qui est toujours en vigueur maintenant. Je rappelle que la loi du 16 janvier 1991 portant, je cite, la généralisation de l'usage de la langue arabe, elle ne date pas de Boumedienne. Et de quel arabe il s'agit, et de quels écrivains arabes auxquels on se réfère, c'est pas forcément Ibn Khaldoun, Ibn Rushd, ou a fortiori Abul Ala al-Ma'ari. J'ai fait une série de conférences en novembre dernier en Algérie, et bien, devant un auditoire entier de gens qui étaient au niveau d'une licence d'histoire, il n'y en avait pas un seul qui avait entendu parler d'Abul Ala al-Ma'ari. Ils ne savaient pas. Et leurs profs, pas plus. Risalat al-Ghufran, ils ne connaissaient pas. Bon.
Alors évidemment, c'est là-dedans qu'apparaît le mot mulhid ilhad en arabe, athéisme, qui apparaît 500 ans après son apparition dans la langue française sous la plume de François Rabelais en 1546. Bien. Alors, je dirais 2 mots quand même sur quelque chose qui me paraît plus ancien, un retour sur le temps long, la marque, disons, qui est à la fois berbère et islamo-arabe. Et je voudrais simplement dire qu'en Algérie, il ne faut pas croire qu'il y a un fossé, un hiatus entre le berbère et l'arabe. Ça a été une vieille antienne coloniale. Il faut savoir, par exemple, la regrettée historienne algérienne, enfin peu importe, Nejma, Abdel Fattah Najma, qui est décédée il y a 6 ans, avait fait un article remarquable où elle montrait que chez les arabisants autour de la Kabylie, dans la région de Sétif, dans la région de Bosch-Bouarerij, on appelait la Kabylie Jabal al-Ulum, c'est-à-dire le pays de la science, le pays des savants. Pourquoi ? Parce que c'était un réseau de zaouïas, de marabouts, et chez ces marabouts, la langue de culture, c'était quoi ? Ben, c'était évidemment l'arabe. Bon, moi, je suis resté quand même un long semestre en Égypte, et j'ai eu plusieurs Égyptiens qui m'ont dit « de tous les Algériens qu'on a rencontrés pendant la guerre, celui qu'on comprenait le mieux en arabe, c'était Aït Ahmed, qui était kabyle. » et qui était le petit-fils de Cheikh Mohamed El-Hossein, la zaouïa maraboutique peut-être la plus prestigieuse de la Kabylie. Mais c'était un kabyle, et son arabe était parfaitement... Il y en avait un autre qui comprenait bien, c'était Khidr, qui était un autodidacte en arabe. Mais les autres, Bembela, tout ça, c'était pas bien. Alors, il y a eu des continuités entre, d'une part, ce que j'appellerais les monarchies berbères du Moyen-Âge, les Benu Zayyan, par exemple, et l'époque actuelle. Bon, je me rappelle par exemple, lorsque je lisais les manuscrits du XIIIe, du XIVe siècle sur Tlemcen, l'importance qu'avait le territoire, la tribu d'origine. On insistait tout le temps là-dessus. Eh bien, à l'heure actuelle, c'est pas la même tribu, mais on a parlé longtemps du triangle BTS, d'où venait une grande partie des DAF, une grande partie des officiers. Batna, Soukahra, c'est le troisième, c'est ça maintenant. Et maintenant, on pourrait parler de groupe de Tlemcen. Il y a même une sociologue algérienne qui est plus méchante, elle ne parle pas de groupe de Tlemcen, elle emploie un autre mot. Bien. Ceci dit, le rôle des clercs arabes, arabophones, même s'ils étaient d'origine berbère. Savez-vous que l'hymne national algérien, il est en arabe, pas ça même, mais il a été fait par un berbère. Et je viens d'apprendre, il y a 15 jours, qu'il en existait une version en berbère, qu'il avait lui-même authentifiée. Moufti Zakaria, c'est un berbère, hein. Il est originaire de Mzab. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Aujourd'hui, hein? Des Benizgan. Ouais, excuse-moi. Bon, d'accord. Alors, je dirais simplement que les clercs arabes, de culture arabe, à l'époque coloniale, que ce soit Bembadis, qui n'était pas quelqu'un de fermé d'esprit. Moi, j'ai été à une thèse récemment où le thésard, qui s'appelle Julien Fromage, nous a dit qu'il y avait une certaine osmose, une certaine endosmose à Constantine entre ceux qu'on appelait les francisés, Benjeloul, qui avait un diplôme d'arabe, par ailleurs, mais ça personne ne le dit jamais, et Bembadis. Il y avait des alliances matrimoniales, il y avait un certain consensus, il n'y avait pas de fossé entre les deux. Et quand vous lisez Ahmed Tawfiq al-Madani, par exemple, Kitab al-Jazair, ou bien son autre bouquin sur la guerre de 300 ans entre l'Espagne et l'Algérie, ça fait rigoler. Bon, ça ressemble tout à fait à du Lavis, Troisième République, hein, parce que c'est à peu près le même genre de truc. Mais donc c'est une galerie de statues. On commence par Jugurtha, puis on finit par l'émir Abdelkader. Chez nous, c'était Versailles-les-Torres, chez Napoléon, mais c'est un petit peu du pareil au même, sauf qu'il y a quand même une chose importante chez Ahmed Tawfiq al-Madani, c'est l'Istermar. Mais attention, il ne dit jamais l'Istermar. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit al-Istermar as-Salibi, c'est-à-dire le colonialisme croisé. C'est-à-dire que le colonialisme, ça commence avec les croisades. Donc, dans son esprit, il y a une continuité entre la période des croisades et les méchants colonialistes. Et il faut dire que Charles X, c'est ce qu'il avait dans la tête aussi. On va envahir l'Algérie pour la faire redevenir chrétienne. Ça faisait partie aussi de leur... Enfin, ça n'a jamais été fait, mais ça faisait partie aussi de leur... Ceci dit, les clercs actuels sont d'une ouverture d'esprit
pas seulement légèrement moindre que celle de Ben Badis ou d'Ahmed Toufik El-Madani. Donc, on vous a parlé du réveil du fête Amazigh en avril 1980, le printemps berbère, et vous savez que à la suite de toute une série d'événements, en 2002, le Tamazight a été reconnu comme langue nationale mais pas langue officielle. Et vous savez que pendant une décennie, les gens de Khemshla se sont battus pour avoir la statue de la Kahena. Ça vous dit peut-être quelque chose, la Kahena? Bon. Eh bien, elle a été érigée en 2003. Mais sur la stèle, sous la statue de la Kahena, c'est écrit uniquement en arabe. Et on dit que c'est en l'honneur de notre héroïne nationale. Mais on ne dit pas contre qui elle s'est battue. Évidemment, parce que si on le disait, ça serait un petit peu gênant. Mais il est vraisemblable que les gens de Khemshla ont négocié avec les autorités pour avoir cette statue, et en échange, on n'écrira qu'en arabe sur la statue. Bon. Kahena, même racine que Cohen, donc réputée aussi... La devineresse. La devineresse. Juive. Ah non, il y a des historiens qui estiment qu'elle était chrétienne. Non, juive. Alors moi, je ne me prononcerai pas parce que je mens. Non, bon. Je ne dis pas qu'elle l'était, je n'en sais rien du tout. Mais je dis que c'est un point qui fait débat, qui suscite sur le champ symbolique. Bien. Alors, je dirais, sur le passé de l'Algérie, je dirais que ce qui me paraît important aussi, c'est que l'Algérie, si on le compare au bloc marzénien marocain, si on le compare au bloc dominé citadin tunisien par cette énorme ville qui est Tunis par rapport à un tout petit territoire, l'Algérie, c'est un territoire. C'est un immense territoire. Et il y a longtemps eu un entre-deux étatique flottant dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Et je pense que c'est cet entre-deux étatique qui fait la spécificité de l'Algérie. Les gens qui ont réalisé, les pouvoirs qui ont réalisé l'unité politique, ce sont des pouvoirs venus de l'extérieur. Ce sont les Ottomans, c'est le beylik, il était ottoman le beylik. Et à la différence du beylik tunisien, la dynastie d'Ibn Hussein en Tunisie, au bout d'un siècle, elle était arabisée, alors que le beylik en Algérie, il continuait encore à parler turc 300 ans après. Là, il y aurait peut-être des choses, des questions à se poser. Donc, moi, je pense que quelque chose qui m'avait frappé, moi, j'ai commencé à faire de l'arabe en Tunisie dans une institution qui s'appelait Bourguiba School, ça ne s'invente pas. Eh bien, là-bas, j'avais remarqué une société nationale, ça se dit Charsi, société Sharika Qawmiya. En Algérie, c'est Wataniya. Bon, Qawm, c'est le peuple, c'est l'élément populaire, alors que Watan, c'est le lieu natal. Donc je crois que là il y aurait aussi des choses dont on pourrait, sur lesquelles on pourrait réfléchir, ce qui n'empêche pas que le local, l'adhésion au local, à la Oumma locale, n'empêche en aucune façon l'adhésion plus générale à l'Oumma al-Mohammedia, à la communauté musulmane universelle. Mais il ne faudrait pas croire non plus qu'il y a eu une rupture fondamentale avec l'époque coloniale. Il y en a eu une. Système capitaliste, système national français, un tiers des terres qui ont été arrachées aux Algériens, ça tout le monde le sait. Mais savez-vous que les impôts du beylik ottoman, qu'on appelait en France les impôts arabes, ont duré jusqu'en 1918. C'est-à-dire que vous avez des continuités dont beaucoup de gens ne connaissent pas l'existence. Je dirais oui, très rapidement. Il y a des tas de choses que j'abandonnerai dans ce que je voulais vous dire parce que ça aurait pu durer 3 heures. Outre cette marque de temps long qui est berbère, qui est arabe, qui est musulmane bien entendu, je dirais qu'il y a aussi, alors ça j'insiste un peu plus parce que c'est très peu connu. À l'heure actuelle, l'Algérie actuelle est issue aussi de 132 ans de colonisation française. Je vous cite par exemple un bon connaisseur d'Algérie qui s'appelle Jean-Robert Henry, Aix-en-Provence. L'État algérien moderne est une des plus fidèles illustrations du jacobinisme français. Ça ne s'invente pas. Bon. Et c'est ce que dit Gauthier de Villiers dans son livre L'État démiurge, paru à l'Harmattan en 1987. Il faut savoir le rôle qu'ont joué dans l'Algérie indépendante les anciens
officiers de l'armée française, les déserteurs, ou entre guillemets déserteurs de l'armée française. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Il faut savoir que le noyau dur de la substance même du pouvoir algérien a été constitué jusque dans les années 90 par ces DAF, les déserteurs de l'armée française, que mon voisin de Constantine appelait les DPA, les déserteurs par avion. Parce qu'ils venaient d'Allemagne, ils avaient pris l'avion à Francfort, ils changeaient d'avion à Rome, et ils arrivaient à Tunis, ils n'ont jamais mis les pieds dans les maquis. Alors que mon voisin à Constantine était un vrai maquisard, c'était un lieutenant de la Wilaya 2. Bien, je passerai sur ces DAF, tout le monde les connaît, Nezzar, Lamari, Belkhir, bien, etc. Mais autre trace, quand même française. L'école est le modèle culturel français. Bon, vous savez que sur le plan scolaire, la colonisation, ça ne s'est pas particulièrement distingué. 5% d'enfants scolarisés en 1914, à peine 15% en 1954, on dit autour de 25% en 1962, mais plan de Constantine aidant, guerre d'Algérie aidant, c'était un peu tard pour bien faire. Bien. Il faut savoir qu'au total, il y a eu plus de 29 000 coopérants français en Algérie, notamment pendant la période boumédienne qui voulait instaurer l'arabisation. On est dans les paradoxes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on estime, les instances internationales estiment que même si c'est pas officiel, le deuxième pays francophone au sens où le français est compris, c'est l'Algérie, avec 22 millions de locuteurs francophones et même l'arabe algérien parlé. Vous savez comment on dit Segara en arabe algérien, on dit Tonobile, on dit Loutou, on dit, comment on dit encore, on dit Karoussa à Oran, Karoussa, et on dit taxi à Constantine. Vous savez que Masbah se dit piscina, et vous savez que l'écœurement de la Malvie se dit el dégoûtage. Alors, autre chose sur laquelle je voudrais dire deux mots rapidement, c'est que le paradoxe, ça c'est mon ami Tahar Khalfoun, qui est un juriste de haut niveau, qui me l'a appris dans sa thèse, j'étais sidéré. L'arabisation a été un facteur qui a renforcé la francisation. Savez-vous que lorsque l'Algérie a décidé de se doter finalement d'un code civil qui a été établi en 1975, les Algériens sont allés frapper à la porte des Tunisiens. Nous, on veut un code arabe. Allez-y, prenez notre code. Or, le code égyptien, on s'en est aperçu beaucoup plus tard, c'est le code Napoléon de 1904 traduit, et c'est pratiquement intégral. Donc la conclusion de mon ami Tahar Khalfoun, c'est l'arabisation a permis sur le plan juridique de faire des Algériens des Français archaïques. Bien. Alors avec des exceptions, le statut personnel, on le sait, le code de la famille de 1984, qui à part le Yémen et l'Arabie Saoudite est un des plus conservateurs, un des plus réactionnaires du monde arabo-musulman, mais ça vous le connaissez. Les continuités économiques avec la période coloniale, je n'en parle pas, notre ami Ismaïl nous l'a dit. Pour l'essentiel, comme pendant la période coloniale, exportation de produits bruts et importation de produits manufacturés, même si l'importation ne se fait pas seulement à l'origine de la France. Échec de l'industrie industrialisante, des modèles de Destal de Bernis de l'école de Grenoble sous Boumedienne. Ça, on en a déjà parlé et je ne vais pas en reparler. Je ne parlerai pas non plus, je voulais en parler, mais Smaïl a abordé ça, le traumatisme de la décennie noire. En revanche, ce sur quoi je vais insister, dont il n'a pas parlé, c'est les bouleversements actuels, récents de la société algérienne. D'abord, en parlant du bouleversement démographique. Je crois qu'on en a déjà parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. On sait que la population algérienne, elle était de 12 millions d'habitants en 66, 8 millions en 54. En 2012, on estime qu'elle avoisine les 36 millions d'habitants. C'est bien ça. Le dernier recensement, c'est 2010, si je me souviens bien, et là, c'est 35 millions. Donc maintenant, on est à 36. Et savez-vous qu'en 72, l'indice de fécondité était de 7,4, c'est-à-dire 7 enfants par femme, excusez-moi. Maintenant, nous en sommes à 2,4. C'est-à-dire la France est 2,9, c'est-à-dire que là aussi l'Algérie est devenue la France sur le plan de la démographie, recul de l'âge du mariage, crise du logement, et quand vous interrogez les gamines algériennes pour se procurer des préservatifs, des pilules, ma fiche mouchkila. Bien. Alors, sur l'implantation de la population,
là aussi, il y a eu une révolution. Il y a 50 ans, l'Algérie, c'était 80% de ruraux. Aujourd'hui, 90% de la population est pour l'essentiel concentrée dans les villes de la côte méditerranéenne. Donc là aussi, il y a eu un renversement considérable. Autre bouleversement, on a parlé de Haraga, je ne vais pas y revenir. Simplement, les causes de Haraga, on vous a dit tout à l'heure, c'était pas seulement la pauvreté, puisque moi j'étais à Oran à un colloque en janvier 2008 et j'ai un collègue de sociaux qui m'a dit qu'il connaissait un grand médecin oranais qui avait payé un zodiaque de luxe à son fils et qui lui avait donné un paquet de dollars, non de machin européen, d'euros, oui c'est ça, pour traverser la Méditerranée pour se rendre. C'est-à-dire que c'était pas un sous-prolétaire, si vous voulez. Bien. Alors on les accuse, ces gens-là, officiellement, d'avoir perdu Charchiatouna, l'Arabia, l'Islamia, d'avoir perdu notre personnalité arabo-musulmane, de s'éloigner de l'Algérie. Et en fait, on sait bien que c'est vrai et pas vrai, puisqu'ils quittent l'Algérie avec le drapeau algérien et en disant « Vive l'Algérie ». Notre amour pour l'Algérie. Donc on est là dans le paradoxe. Mais ces gamins, moi je les ai vus en Algérie, ils ont tous Internet, ils ont tous des MP3, ils sont tous connectés et leur identité, elle est aussi mondialisée. Et en Algérie, on peut avoir plusieurs identités. En France aussi, hein, le grand philosophe Michel Serres a montré que l'identité, ça n'existait pas. Qu'il y avait des identifications progressives, mais qui pouvaient avoir pour source plusieurs sources à la fois. Et on m'a même dit, pas seulement à Oran, on ne me l'a pas dit à Constantine, mais à Oran, que les islamistes eux-mêmes pouvaient très bien se transformer en alcooliques la nuit. Hein, un barbu, bon, il est barbu, il fait toutes ses prières dans la journée, mais le soir, pourquoi pas, ou alors il est très rigoureux pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, allez, il envoie balader les choses, et puis la Bao, je ne sais plus si ça existe toujours, la Bao, à Oran, c'était la bière de l'époque. Bien. À l'heure actuelle, vous le savez, pratiquement la totalité de la population est scolarisée. Le chiffre officiel, c'est 97%. Donc, ce sont des jeunes qui sont scolarisés, même si le niveau de l'école n'est pas très élevé. Mais ce sont des gens qui sont jeunes, qui sont avides de vents frais de l'extérieur. Ceux qui veulent, dans l'enquête qu'on a faite, enfin que mon épouse pour la CIMAD a faite, ils veulent tous la même chose. Ils disent, on veut pouvoir boire notre bière sur un zinc dans un bistrot. On veut pouvoir bécoter notre copine, peut-être pas en pleine rue, mais au moins dans les jardins. C'est des choses qu'on ne sait pas. Généralement, c'est des choses qui sont ignorées. Et ça me paraît être très très important. Bon, je voulais vous parler de la France postcoloniale et de la manière dont ça a été vécu, dont cette période a été vécue en France. Je n'en parlerai pas parce que je vois que j'ai plus le temps, je pourrais rebondir là-dessus, sur le débat. Vous parlez de la marche de l'égalité, enfin, alias la marche des beurs, du mouvement de 2005, bref, l'embrasement des banlieues dans le 93 aussi, etc. Mais je ne vous parlerai pas de Hortefeux, je ne vous parlerai pas de Sarkozy, c'est tellement frais dans vos mémoires que j'imagine que c'est bien plein dans votre cerveau. Bien. Je terminerai vraiment par là sur les rapports France-Algérie, ce que j'appelle les connivences politico-économiques et les contentieux mémoriels, qui ne sont pas toujours des contentieux. Bon, vous savez qu'il y a eu le partenariat pétrolier néocolonial de 1965 qui a été, vous le savez, cassé par la crise des années 70. Et pourtant, sous Boumedienne, l'industrie industrialisante, c'était une production française. Moi, j'ai lu les projets, je me rappelle ce plan quadriennal, j'étais à Constantine à cette époque-là, quand je disais ça, il y a eu un rapport sur l'industrialisation d'Algérie en 1917 fait par la Chambre de commerce d'Alger qui disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont repiqué dans du rapport, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Pratiquement, on croit lire les mêmes choses, tout simplement parce que l'Algérie, pendant la guerre de 14, a été coupée de la France, il y avait les méchants sous-marins allemands qui étaient là, qui veillaient, donc il fallait industrialiser l'Algérie. Donc il y avait la Chambre de commerce d'Algérie. On a même construit des premiers hauts fours à Annaba en 1918, mais ils n'ont jamais été allumés parce que la paix est revenue, on a réimporté de l'acier européen. Bon. Je ne vous parlerai pas, sinon très très rapidement, des tentatives qui s'appellent la Convention de Barcelone, qui n'était pas autre chose que la volonté d'établir des règles de bonne gouvernance en Algérie, mais en échange de la sécurité des approvisionnements
pétrolier. Je ne vous parlerai pas non plus de l'Union pour la Méditerranée du camarade Sarkozy, dont on a dit que l'Algérie l'avait refusé, oui, sur le papier, c'est vrai. Dans la réalité, toutes les demandes européennes sur le contrôle des migrations ont été acceptées par l'Algérie. Mais en sous-main. Exemple, je vous signale, la loi algérienne du 25 juin 2008 criminalise les départs clandestins. Et les amis qu'on a vus à Annaba nous ont dit que les patrouilles de Frontex, c'est l'agence de sécurité qui ferme les frontières. Les patrouilles de Frontex venaient jusque dans les eaux territoriales algériennes à Annaba sans que les Algériens disent rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une entente cordiale sur ce plan-là entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. Je dirais enfin, et je terminerai là parce qu'il faut quand même que je laisse la parole au camarade Omar, c'est pas le mot là, Omar, c'est mon camarade qu'il y a eu aussi, sur le plan politique, moi j'en ai la preuve, que les services policiers français et algériens, les ministères de l'Intérieur respectifs, ont eu des rapports très étroits et souvent ils ont marché la main dans la main. Il faut savoir que c'est dès le 3 juillet 62, alors que l'indépendance a été fixée au 5, c'était l'anniversaire des 132 ans de la reddition du Dey d'Alger. Très tôt, les troupes de l'armée des frontières sont rentrées en Algérie, et les Français ont fermé les yeux. Donc déjà, là, il est évident qu'il y avait un certain nombre d'accords, ou disons, de connivence. Et vous savez que ces fameuses annexes aux accords d'Évian qui envisageaient, et qui ont créé d'ailleurs 6 bases militaires nucléaires, armes chimiques et bactériologiques, et pour fusées. Bon. On les a appelés les accords secrets, c'était pas secret, tout le monde peut les lire sur Internet, mais simplement, les Algériens, en les signant, ils n'ont pas voulu que ça soit dans les accords d'Évian, c'est un truc annexe, et il faut savoir que certaines ont été évacuées en 67, mais il y en a. La base de Namous, armes chimiques et bactériologiques, a fonctionné jusqu'en 1978, sous Boumedienne. Alors, il y a dû sûrement avoir des contreparties. Moi, les contreparties, je ne suis pas capable de vous les donner. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des ententes plus que cordiales entre la sécurité militaire et le DRS, si vous voulez, d'une part, et les Français d'autre part. Par exemple, au moment des prises d'otages français au Liban, en 85-88, on sait que les Algériens ont joué un rôle, à un point tel que dans ses mémoires, ça, je ne l'invente pas, c'est authentique, hein, vous vérifierez, l'ex-patron de la DST française, un certain Yves Bonnet, dit dans ses mémoires, je cite, quand il parle de la sécurité militaire algérienne, « Oh, la France a eu de la chance de pouvoir compter sur un tel partenaire. » Fin de citation. Bien. On sait qu'en janvier 92, l'annulation des élections législatives algériennes a été vivement encouragée par le régime Mitterrand, et on sait qu'avec Pasqua, qui a été ministre de l'Intérieur à 2 reprises, la deuxième fois de 93 à 95, où il a dû céder le pouvoir, vous savez, le ministère Juppé, il y a eu des fournitures de matériel militaire, des infiltrations, des manipulations, des opérations concernées, et aussi une approbation concertée du refus de la conférence de Sant'Egidio en janvier 1995. Et on m'a même dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait un DAF algérien très connu, je ne dirai pas son nom, qui, lorsque Pasqua a cessé d'être ministre, a dit « Oh, rendez-vous d'autres Pasqua ». Bien. Alors, on sait qu'en 97, Jospin a mis quelques bémols à l'alignement français. On sait qu'il y a eu le fiasco de la visite de Bouteflika en France en 2000, mais que Chirac a été reçu triomphalement en mars 2003 par des foules qui réclamaient, qui réclamaient des visas. Bien. Alors, ceci dit, je termine pas là vraiment, et puis je te donne la parole. Il y a eu ce qu'on a appelé les contentieux mémoriels. Alors, vous savez qu'il y a eu les conneries, elles sont partagées de part et d'autre de la Méditerranée. Hein. Vous connaissez le mot de Jacques Berck, les cons sont unis entre eux comme le sont les nénuphars par leurs racines. Là, ça se... il y a eu la loi de février 2005, le rôle positif, l'article 13 donc, dont Jean-Pierre l'autre jour a dit qu'il n'avait toujours pas été aboli, c'est-à-dire que vous versez, vous contribuables français, encore du fric pour les gens de l'OAS. Il faut le savoir, c'est bien ça, hein, Jean-Pierre. Bon. Ah oui. Si on veut faire des économies, il faut supprimer aussi. Non, il faut supprimer toute la loi. Et là-dessus,
le ministre des Moujahidines, Mohamed Sharif Abbas, a répondu en disant que la colonisation c'est un système nazi génocidaire et que les camps de Guelma, les camps de Guelma, après l'insurrection de 1945, c'était comme Auschwitz. Il est évident que c'est aussi stupide. Alors, il y a eu cette volonté de demander de la part des Algériens la repentance. Alors, il n'y a pas eu de repentance, mais il y a eu des déclarations, notamment d'un ambassadeur de France en Algérie en 2007, qui n'était pas très loin de la repentance. Personnellement, je trouve que la repentance c'est un terme religieux, et moi, pour moi, c'est de la politique, c'est pas de la religion. Je serais favorable au fait que le pouvoir politique français dise clairement les responsabilités françaises dans les traumatismes qui ont été engendrés par la colonisation. Là, ça me paraîtrait avoir une autre allure. Et je terminerai, on n'était pas tout à fait d'accord avec Jean-Pierre l'autre jour sur ce point, mais quand même on a été un petit peu d'accord. Moi, je suis historien, je ne suis pas économiste. J'essaye de vouloir promouvoir une histoire franco-algérienne qui soit une histoire sinon commune, du moins concertée, qui puisse un jour aboutir à ce qui a été fait en Allemagne entre la France et l'Allemagne, et le passé entre la France et l'Allemagne, c'était pas idyllique, qui a abouti en 2006 et en 2008 aux deux manuels concertés franco-allemands, en allemand et en français. Si on pouvait faire la même chose en français et en arabe entre l'Algérie et la France, si ça se fait avant ma mort, je serai le plus heureux des hommes en mourant, et je vous remercie. Bon, il te reste encore un petit moment. Merci Gilbert. Après deux professeurs qui ont préparé scrupuleusement leur intervention, un canevas très cadré de part et d'autre. Moi, mauvais professeur, je vais intervenir au débeauté, je vais griffonner quelques notes prises par les responsabilités pédagogiques de ces derniers jours. Et je vais m'inscrire donc plutôt en dialogue avec ce qui a été dit sans mon plan habituel en trois parties, trois sous-parties, le plan classique de l'historien. Je blague. Donc, d'entrée, je dirais, par rapport au cadrage très systématique et assez complet de Smaïl Bouméziane, un point de départ majeur, la rente matérielle. On a affaire à un système rentier. Il l'est très, très vite et il le demeure à ce jour. Mais je dirais qu'à côté de la rente matérielle, il y a d'emblée élément majeur, la rente symbolique. La rente symbolique. Et à la religion religieuse, si je puis dire, dans la complexité de ses pratiques, manifestations, références, oui, à savoir l'islam, bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle parfois la religion civique, la religion politique. La guerre d'indépendance, la guerre de libération est un point, d'une certaine manière, un point zéro, qui n'efface pas la très longue durée, on pourrait y revenir, mais qui joue un rôle majeur jusqu'à ce jour, en dépit de l'obsolescence de ceux qui s'en réclament au titre de la dévalorisation de ceux qui s'en réclament jusqu'à aujourd'hui. On devient rentier de père en fils, un fils de Moudjahid, petit-fils, fils de Shahid, petit-fils. Je suis bien placé pour savoir, puisque je suis lié directement avec une famille qui a payé le prix comme tant d'autres et qui justement s'offusque de ce système d'héritage. Donc, rente matérielle, rente symbolique majeure. Je ne crois pas qu'on puisse penser l'évolution du demi-siècle de l'Algérie indépendante sans cette dimension. Alors, par ailleurs, Gilbert a très juste titre commencé lui aussi avec un paramètre lourd, le paramètre démographique. Et il est vrai que l'Algérie a fait partie de ces pays qui sont entrés dans ce que les démographes appellent la transition démographique dans les années 20, au milieu des années 20, mais il faudrait la voir de plus près dans une démographie historique et plus socialisée entre la ville et la campagne et ainsi de suite.
Alors effectivement, l'Algérie est un des pays qui, dans le monde, a connu le croît démographique le plus extraordinaire. Pas le seul, pas le premier, le Kenya un peu, encore plus, etc. Donc une population qui a quadruplé en un demi-siècle. Quadruplé en un demi-siècle. Il faut se rendre compte de ce que ça signifiait. Et autrement dit, la très grande majorité de la population algérienne actuelle, quand on parle d'Algérie d'aujourd'hui, n'a connu ni la guerre d'indépendance, ni Ben Bella, ni Boubenien, ni même Chadli. C'est tout juste si elle se souvient et si elle connaît Boudiaf et la rupture 88-92 Boudiaf. Même par rapport à cette rupture considérable, rupture et continuité quand même, parce que la résilience du système politique et du régime est là malgré tout, au-delà du passage du parti unique à un certain type de multipartisme. Mais si l'Algérie est et reste une société de jeunes, avec un croît démographique considérable, c'est aussi aujourd'hui une société de vieux, une société qui vieillit de plus en plus. Et à certains égards, il y a bien une correspondance entre une partie du personnel politique et les transformations de la société algérienne. En 1962, la classe politique algérienne venue à l'indépendance est la plus jeune de toute la planète. À commencer par Bouteflika, qui succède à Khmisti et qui est ministre des Affaires étrangères à 23 ans, 24 ans. Il est 37. Bon. Vous voyez son âge aujourd'hui, 50 ans après, il est le président, le chef de l'État. Et par ailleurs, bon, cette dimension démographique s'accompagne de transformations multiples, multiformes, sociologiques, économiques, ça a été longuement rappelé à juste titre, mais que je dirais aussi de type anthropologique. Les transformations multiformes entraînent d'autres transformations majeures que l'on peut dire anthropologiques. Pour le sociologique, le rapport ville-campagne, ici, je suis un petit peu en désaccord sur tes chiffres parce que, en ce qui concerne le passage du rural à l'urbain, 50% dit urbain, la Tunisie c'est les années 80, l'Algérie c'est les années 90, on est très très loin des 80% ou 90% d'urbain dont tu parlais. Il reste... Non, je parlais que de l'Algérie du Nord. Hein. Alors il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par Algérie du Nord. Mais il est vrai qu'il y a un processus d'urbanisation qui s'est accéléré à partir de l'indépendance, donc urbanisation croissante, d'où urbanisation comme disent certains, des urbains qui ne sont pas des citadins mais des ruraux qui sont dans un nouveau rapport à la ville, et inversement, parce que le mouvement est interactif et dialectique, des transformations du monde rural qui est sans rapport avec ce qu'il était encore dans les années 40, 50. Là aussi, accélération en timing et en effet de profondeur. Urbanisation, littoralisation. Mais pas complète. Les géographes ont montré comme prenant qu'il y avait aussi un effet sur les villes moyennes, les petites villes et les villes moyennes, des flux en retour en sens inverse. Sociologie en termes de couche sociale, classe sociale. Ici, il y a un débat que je ne prétends pas régler, mais pour les uns, il n'y a pas de classe moyenne en Algérie, pour d'autres, au contraire. Au contraire, la classe moyenne est de plus en plus importante, précisément parce qu'elle est induite pour partie par le fonctionnement de cet État rentier qui va redistribuer de la rente et autoriser cette restructuration de la hiérarchie sociale. Et là encore, entre longue durée et transformation, ancienne et nouvelle couche et classe sociale et catégorie sociale. Ici, une sociologie historique plus fine nous permettrait d'aller plus loin. Économique, je dirais peu de choses au regard de ce qu'ont souligné Smaïl surtout et Gilbert, mais je voudrais pointer un certain nombre de transformations que je n'hésite pas à appeler anthropologiques. Rapport à la vie et la mort. Rapport au corps,
rapport au genre, rapport au sexe, rapport aux structures de la parenté, individu, famille, ce qu'on appelle chez certains les solidarités primordiales. Conséquences anthropologiques de changements qui sont à la fois de type sociologique, social et de type culturel. Je voudrais aussi dire un mot de la scolarisation et de ses conséquences au regard de l'histoire coloniale et au regard de l'Algérie indépendante depuis un demi-siècle. Anthropologique, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça concerne déjà une petite partie de la population algérienne dès les années 1890, 1900, 1880, 1900, des transformations majeures dans les rapports au quotidien invisibles à l'espace et au temps. Les rapports à l'espace, être en société, dans une société déterminée à un moment donné, c'est complètement autre chose au cours des dernières décennies. L'Algérie, d'après 62, est massivement engagée dans d'autres types de rapports à l'espace et au temps. D'une certaine manière, elle s'est entièrement réduite et en même temps agrandie par l'appropriation de toutes ces données, sans compter donc les moyens de transport, mais aussi les moyens de communication et d'échange. J'y reviendrai par le biais de ce que j'appelle la culture de masse et le passage d'une société de scripturalité restreinte, une société entièrement scripturalisée ou très fortement scripturalisée, premier point. Deuxième point, le passage d'une culture de l'écrit généralisé à une culture de l'image qui est aussi une dimension majeure des changements qui ont certes des antécédents avant 62, mais qui prennent une toute autre dimension après 62. Changement anthropologique dans les rapports à l'espace et au temps, changement induit par les rapports ville-campagne, changement dans les rapports hommes-femmes. Et alors, l'historien que je suis est obligé de rappeler, que d'abord, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de continuisme, il y a des fluctuations extrêmement importantes, et puis il y a la norme et ce qu'en font les hommes et les femmes en société. On a beau avoir le code de la famille le plus réactionnaire de la planète du point de vue... Oui, je blague, je m'exalte un peu. À l'intérieur du monde arabe, mais en effet, il faut voir ce qui se passe dans la société réelle. Et les transformations dans les rapports hommes-femmes, à l'intérieur de la famille, dans la société, dans le rapport à l'espace public, sinon dans le rapport à l'espace politique, est complètement bouleversé. Complètement bouleversé, avec le voile, sans voile, avec le hijab, avec la burqa, avec tout ce que vous voulez. Il y a des changements majeurs, et quand les islamistes les plus radicaux ont voulu aller plus loin, eh bien, ils n'ont pas été en mesure de le faire, et y compris les partis dits islamistes, ou que l'on dit islamistes, ou qui ne sont pas en mesure de le faire. Rapport de parenté au sein de la famille, donc ça pose le problème de l'individualisation des rapports sociaux au regard des sociétés dites communautaires, communautaristes ou patriarcales et ainsi de suite. Alors sur le plan culturel, je reviens aussi par le biais d'un point important qui a été évoqué, c'est celui de l'école. C'est celui de l'école. On sort du système colonial à la veille de la guerre d'indépendance avec une double scolarisation restreinte de type moderne, modèle Jules Ferry rectifié, Gilbert disait 15%, d'autres pour le 54-18%, quand on compte autrement. Je serais tenté d'aller plus loin pour que 25% pour 61, c'est l'effet Capdecom, il y a une transformation absolument énorme. J'ai vu 29. Totalement sous-analysé par nous autres historiens.
Et là, effectivement, l'Algérie indépendante consacre un effort énorme sur le plan budgétaire, plus important que dans la Tunisie voisine, a fortiori que chez le Maroc voisin et dans d'autres pays du monde arabe, pour me limiter à ces éléments de comparaison. Scolarisation de masse au niveau primaire, puis au niveau secondaire, puis au niveau de l'enseignement supérieur. À quel coût? À quel prix? Smaïn l'a rappelé. Il faudrait voir quel est le niveau effectif de maîtrise de l'écrit des jeunes qui sortent du bac, sans parler du bac, mais simplement au niveau du primaire. Donc il y a aussi des tensions et des contradictions, scolarisation de masse extrêmement poussée, mais qui connaît ses limites, et les 97%, je ne suis pas sûr du tout que ça corresponde au taux de scolarisation, et il y a un décalage aussi très intéressant du point de vue anthropologique et de l'anthropologie culturelle entre garçons et filles. Au niveau de la scolarisation du primaire, parce que dans le milieu rural, qui est loin d'avoir disparu, notamment dans le milieu rural, le pourcentage des filles est moins élevé que celui des garçons. En revanche, quand tu es au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau du bac et de l'enseignement supérieur, les demoiselles prennent le dessus. Ça va pas sans problème au niveau des mentalités, des représentations, au niveau du politique, au niveau des enjeux dans les rapports de genre. Les filles réussissent mieux, elles sont plus bosseuses, elles comprennent qu'il y a des enjeux, même si elles vont pas pouvoir occuper, et loin s'en faut, tous les créneaux. Mais il n'empêche que quand elles arrivent maintenant à l'âge du mariage, ça contribue pour beaucoup. Elle veut pas reproduire le modèle des mères. Elle veut pas être comme leur mère, des femmes analphabètes avec 10 gosses. Et ça contribue énormément à la chute drastique du élévation extraordinaire de l'âge au mariage. Maintenant, 27, 28 ans, des filles qui ne sont pas mariées. Avant, c'était l'horreur absolue. Et maintenant, c'est banalisé. Et puis, plus 7-8 garçons. Moi, j'ai connu, dans tout début des années 70, des familles 7, 8, 10. C'était banal et terrible, avec une crise de logement qui était encore beaucoup plus lourde que maintenant. Mais c'est pas seulement la scolarisation de masse, c'est la scolarisation de masse en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Smaïl Goumeziane a bien posé le problème de quel arabe, quel type d'arabe, quelle maîtrise de l'arabe. Il n'empêche qu'un pourcentage sans précédent de jeunes scolaires, même si on est très loin de 95% d'une maîtrise de l'arabe classique ou moderne au niveau du bac, sont en mesure d'accéder à un savoir écrit, savant ou plus ou moins savant, et notamment les filles, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire, même s'il y a eu des femmes savantes dans la tradition musulmane, dans la tradition islamique. Et donc, elles sont aussi en mesure, puisque on leur oppose la charia, on leur oppose le Coran, on leur oppose un certain nombre d'éléments, eh bien, de utiliser les possibilités qu'elles ont de réagir contre un ordre social qui n'est pas seulement lié à la norme coranique, mais à un ordre social qui se voudrait pérenne. Je l'avais dit autrefois, la fille peut mieux connaître le Coran que son père, qui est censé, dans le cadre de la famille, être l'imam de la famille et diriger la prière. Ça ne va pas sans de gros problèmes du point de vue des représentations, de l'imaginaire, du rapport à l'honneur, du rapport à la virilité. Ce changement majeur des rapports de genre a des conséquences très lourdes, et je crois qu'il est absolument irrépressible. Ça ne veut pas dire du tout que l'évolution est linéaire et que tout va se passer sans coup férir. Et donc on est dans ce contexte de changement majeur.
On est passé d'une société de l'oralité, même si elle a depuis, on va remonter à Carthage, un rapport à l'écrit, surtout dans l'Est, une arabisation très ancienne, mais limitée en tant qu'arabisation savante, et à une capacité d'accès à tout ce qui passe par ce que Elisabeth Einstein avait appelé la civilisation de l'imprimé. Donc on est passé à l'imprimé, et toutes les jeunes générations algériennes, même si à la dictée de pivot en arabe ferait 2000 fautes, sont dans la maîtrise de cet écrit. Mais aussi, on est dans la civilisation de l'image. On est dans les nouveaux médias. Et autrefois, j'avais dit que Boumedienne avait inauguré le gouvernement télévisuel parce il est le premier, c'était pas le cas au Maroc, beaucoup moins, c'est Bourguiba qui, au même moment, s'était servi du média télévisuel. Donc, culture scripturaire, culture et maîtrise de l'image. Alors, quand à la fin de l'intervention de Smaïl Boumedienne, je me suis dit, ouf, mais c'est l'apocalypse. Et son constat, à bien des égards, il est objectif et il est impitoyable. Cela étant, sans me faire l'avocat du diable, et j'ai jamais été un fan des systèmes autoritaires et militaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je voudrais dire que quand même, justement, l'indépendance, malgré tout, a eu des effets majeurs sur un certain nombre de points. Je voudrais dire que avant 1954, ne parlons pas des effets dramatiques de la guerre sur les conditions d'existence de l'immense majorité de la population algérienne, mais que une bonne partie des jeunes garçons arrivés à l'âge du service militaire ne sont pas en état de répondre aux critères de l'intégration dans l'armée. La sous-alimentation est dramatique, il faut le dire. Au bout de 50 ans, l'immense majorité de la population, oui, elle fait des émeutes tous les jours parce qu'on augmente le prix du pain, etc. Mais quand on dit émeute de la faim, je me demande qu'est-ce que c'est que la faim? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est le rachitisme, hein, les enquêtes santé des années 30 jusque dans les années 50? Donc de ce point de vue, qu'on le veuille ou non, et on peut détester le régime politique autoritaire, mais si l'Algérie n'est pas Cuba, comme à Cuba, des transformations majeures au profit de la société indépendante, nourrir sa population et améliorer la santé de sa population. Là, du point de vue de... Je ne sais pas, mais c'est quand même extrêmement différent, quel que soit l'état dramatique des hôpitaux en Algérie. Là aussi, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai été concerné plus d'une fois. Il fallait que j'amène le fil, il fallait que j'amène ceci et cela. Il n'empêche que la prévention des changements majeurs et de ce point de vue. Je dirais même sans provocation excessive, y compris sur le terrain du logement, que le terrain du logement est un enjeu majeur. À tous égards, la rente, donc les batailles politiques se font locales, pas entre X et Y pour des raisons idéologiques, mais pour la maîtrise du foncier. C'est un enjeu économique et financier majeur, mais aussi un enjeu politique. Ici, je renvoie à la très belle thèse de sciences politiques de Hachmaoui sur le système politique rentier en Algérie, avec le clanisme local, le clientélisme, etc. Il n'empêche que ce qui est en train de l'emporter, c'est un autre mode de rapport à l'habitat et au logement qui est dramatiquement insuffisant, mais qui est quand même, je n'hésite pas à le dire, sans commune mesure avec ce qu'il était en 1954. Je cesse de me faire l'avocat du diable et j'évoque quand même rapidement, pour terminer, le politique. Le politique,
qu'on ne peut pas considérer isolément, mais précisément en relation avec ses caractéristiques intrinsèques et les changements dans la société, dans le rapport État-société. Régime politique autoritaire, incontestablement. Totalitaire, je ne dirais pas cela. Autoritaire, militaire, des comparaisons qui, je crois, peuvent être faites jusqu'à un certain point, essentiellement au sein du monde arabe, avec l'Égypte, qui me paraît être le plus proche en termes de comparaison pertinente. Militaire, oui, mais lesquels? Militaire seul? Non, pas seulement. Une apogée au temps de Boumedienne? Peut-être, probablement. Mais le système politique autoritaire algérien ne s'est pas reproduit à l'identique, même s'il a fait preuve de capacité, jusqu'à aujourd'hui, de capacité de résilience, comme on dit en utilisant cyrillique, de capacité importante de résilience. Ceci dit, les changements n'ont pas manqué, ils sont importants, vous les avez rappelés l'un et l'autre. Mais l'armée, oui, mais quelle armée? Les DAF, oui, mais est-ce que les DAF ont vraiment fait la pluie et le beau temps, autant que tu le dis, Gilbert? Je n'irai pas jusque-là. Ils ont pris une part décisive. C'est Boumedienne qui... la question s'est posée en 64. Au moment du grand congrès du FLN, et Boumedienne a tenu bon parce que son objectif c'était de moderniser, donc transformer la société algérienne par le haut, par l'État, par le militaire, et il n'y avait rien de mieux que le militaire. Il n'était pas seul à le dire, tous ceux du groupe d'Oujda, c'était l'ancienne de l'un de ses hommes liges décédé il y a 2 ans. C'est pas Abdelaziz Bouteflika, c'est l'autre. À un moment, il a dirigé le parti, etc. Donc, la hiérarchie et l'État démiurge va produire la société. Non, pas du tout. Sherif Belkacem, qui était un peu le théoricien de ce gouvernement par l'armée, de cet État militaire, seul à même de surmonter les traditions, de surmonter l'archaïsme et d'assurer les transformations du pays. Mais la formule politique du politico-militaire, si elle s'est maintenue jusqu'à un certain point, a connu quand même beaucoup d'amodiations. Je ne suis pas du tout dans le secret des dieux. Il y a une dimension de l'opacité qui a été rappelée récemment par un autre fin connaisseur de la société algérienne qui a vu les centres décisionnels du pouvoir d'assez près. C'est Haj Nasser récemment, qui a été, je crois, je parle sous ton contrôle, Smaïl, directeur de la banque, gouverneur central, et qui évoquait la difficulté à situer le pouvoir. On ne sait pas où est le pouvoir. Et jusqu'à un certain point, il a largement raison. Mais peut-être sait-on qui, quand même, a voix prépondérante dans les lieux du pouvoir. Alors, dès le départ, parti unique. Très vite, tous les autres partis sont interdits. Mais, et puis, comme avec les partis autoritaires, avec les excroissances, les prolongements, les couronnes extérieures, et ainsi de suite. Mais le pouvoir n'a quand même pas la partie si facile. Avec l'UNEA, il a rencontré des difficultés. Avec l'UGTA, il a rencontré des difficultés. Avec les institutions, avec les forces organisées, il a rencontré des difficultés. Il a eu beaucoup de mal à les broyer, à les éliminer définitivement. Et quand il est arrivé à les éliminer presque définitivement, à les réduire à un étiage extrêmement faible, c'est à la société elle-même qu'il est confronté, qui à sa manière résiste, s'adapte, contourne, et je résiste à l'analyse d'un certain nombre de collègues qui raisonnent tout en termes d'extériorité. L'État est à la fois au-dessus, extérieur, étranger. Et en même temps, pour une bonne part, la société, par différents moyens, est au niveau de l'État, interfère avec l'État, presse l'État, oblige l'État à tenir compte de la demande sociale. Alors il y a eu un moment
Il y a eu un moment où s'est esquissé un jeu à 4 forces dans laquelle, évidemment, la maîtrise suprême était et restait détenue par les cadres supérieurs de l'armée. Mais c'était le parti. Le parti. L'armée a été obligée de se mettre en civil, de mettre du civil en avant. Seul Boumedienne. On n'a pas eu ici des effets aussi massifs que dans le cas de ce point de vue, que dans le cas égyptien. Même si un certain nombre sont originaires de l'ALN, mais justement de l'ALN, pas de l'ANP. Le parti, alors ici, la rupture, évidemment, peut paraître majeure, puisque 88, 92, on sort du parti unique, on rentre dans le multipartisme. Mais quel multipartisme, bien entendu? Alors il y a quelques forces qui s'organisent et qui montent à un niveau de généralité extrêmement important, d'organisation très développée. Ça va être le fils, bien entendu, ce qui va donner le fils. Mais les autres, c'est la fragmentation, ce que je ne sais plus si c'est pas Bassim Madani lui-même qui parlait des Schtroumpfs. Donc le parti, les anciens Moudjahidines. Oui, 50 partis, dont 45 donc une existence purement formelle, sont utilisés, manipulés, instrumentés justement pour diviser, fragmenter complètement le champ politique. Les anciens Moudjahidines, même les militaires sont obligés de faire avec, parce que les anciens Moudjahidines, plus que les autres, sont les détenteurs de la rente symbolique avec laquelle les décideurs, encore aujourd'hui, sont obligés de tenir compte. Il y a eu un moment où l'État, par le biais de la préfectorale, a aussi avancé son corps propre, ses intérêts propres. Mais des grilles en étaient, et jusqu'à quel point le conflit avec Boumedienne, je ne sais pas. Et puis peut-être aussi une esquisse d'un quatrième pouvoir qui s'est quand même pas réalisé comme tel, mais du côté des sociétés nationales, donc un groupe des techniciens, des ingénieurs, qui aurait pu être un autre élément du système d'ensemble. Tout cela a en partie volé en éclats, même si finalement le pouvoir politique, le régime politique, avec sa dimension militaire qui demeure importante, a réussi à maîtriser son implosion. Mais les rapports entre État et société, que ce soit en liaison avec le politique et le militaire, n'ont pas cessé de se transformer. Le rapport aux oppositions n'a pas cessé de changer. Il est vrai qu'il y a des antécédents au fils. Il y a des antécédents au fils et à l'alternative, à la montée en puissance du mouvement dit islamiste. On pourrait y remonter, j'ai tenté autrefois de le faire, de voir quel lien il pourrait y avoir entre l'islahisme d'une part, l'islamisme d'autre part. Les oppositions, c'est vrai, ont été très largement laminées, mais il faudrait s'interroger sur la raison qui a fait que, justement, les formes d'opposition dites démocratiques n'ont pas pu prendre davantage d'importance. On peut y voir la force intrinsèque de l'armée, du pouvoir militaire, mais pas seulement. Cela renvoie aux éléments de conflictualité, de différenciation qui demeurent propres à la société algérienne, dans laquelle on n'a plus, y a-t-il des tribus dans l'urne, s'est demandé Hachmaoui. Non, certainement pas les tribus au sens de la société algérienne du temps de l'émirat Qadr, mais il y a des formes de référence majeures au local, à la généalogie, à l'imaginaire de la généalogie, et aussi un très fort régionalisme qui prend des caractéristiques variées suivant les régions et une forme spécifique qui recoupe la dimension berbère, amazigh, laquelle est même un ensemble complexe. Il ne faut pas tout mettre là-dedans. Même à l'intérieur de la Kabylie, c'est complexe. Il n'y a pas la Kabylie. Il y a et dans la complexité là aussi de ces rapports à l'état extérieur et extérieur intérieur. Donc, oui, d'accord. Donc à penser une dynamique dans un cadre qui n'est pas loin d'être évolutionniste ou homogénéisé,
un quasi-parti unique aujourd'hui à deux têtes, FLN et RND, une opposition fragmentée, et donc la faiblesse du FFS-RCD, là aussi, bon, ce serait à prendre en considération, mais on peut comprendre que pour ceux qui avaient 20 ans en 1962, il y ait un contraste énorme entre les attentes, les aspirations et une analyse objective du potentiel extraordinaire qui était celui de l'Algérie de 62 et les problèmes qui sont encore devant elle, j'allais dire devant nous. Bien.